J'espère être aussi clair que l'intervenante précédente. Et effectivement, je vais compléter et peut-être illustrer quelques différences en matière d'environnement. Donc, le Haut Conseil des biotechnologies, comme il a été introduit, est une instance qui va permettre d'évaluer et de contribuer à évaluer. C'est une instance qui est une instance de conseil, comme son nom l'indique, et qui n'est pas une instance réglementaire au sens où ses préconisations sont ou non suivies par les autorités compétentes qui la sollicitent. Donc, c'est une instance qui est indépendante et qui a pour vocation donc de contribuer à la réflexion de l'utilisation autour de l'utilisation des biotechnologies, tant sur le plan de la dissémination que sur le plan des utilisations en milieu dit confiné. Et ces milieux confinés peuvent aller de la serre jusqu'aux laboratoires de haute sécurité comme les laboratoires C4, mais également sur les questions de dissémination, donc qui représentent l'utilisation des OGM notamment en milieu extérieur pour les plantes génétiquement modifiées et en clinique pour les médicaments qui sont dérivés d'OGM. Le HCB est une instance qui va être sollicitée sur un très très grand nombre de types de dossiers, je vais vous les présenter, et qui travaille en parallèle et parfois en amont et parfois en collaboration avec toute une série d'instances à l'échelon national et à l'échelon européen. L'originalité du HCB réside dans le fait, et ça avait été voulu par le législateur en 2008, qu'à côté d'une expertise purement technique, eh bien, il y ait également une expertise socio-économique et éthique des usages des biotechnologies. Et bon, je répondrai aux éventuelles questions sur ce sujet-là. C'est un tout petit peu plus complexe, paradoxalement, que les questions purement techniques. Alors, le cadre pour les OGM, c'est un cadre, donc, comme je le disais, qui est européen, une directive qui est la directive 2001-18 pour principalement la dissémination, y compris la dissémination de médicaments, une régulation qui est un règlement, en fait, 1829-2003, qui couvre, en fait, pratiquement la même chose que la 2001-18 avec des extensions sur le marquage des OGM et qui couvre également les usages en alimentation. Et puis, pour ce qui nous intéresse peut-être un peu plus particulièrement aujourd'hui, la directive 2009-41 qui se concentre sur les utilisations en milieu confiné, donc pour les micro-organismes, et les micro-organismes, en fait, vont être élargis pratiquement jusqu'aux plantes et aux animaux, donc au-delà strictement des micro-organismes. Alors, la directive 2001-18, quels sont les éléments, hein, je ne la reprends pas intégralement parce que ça nous mènerait un petit peu loin. Il y a des définitions qui vont établir ce que sont les OGM et quels sont surtout, et c'est peut-être un des éléments critiques de cette directive, quels sont les éléments techniques quelles sont les techniques qui génèrent des OGM. Et ça, c'est sujet à beaucoup de discussions. Éventuellement, je pourrais répondre à des questions. Et puis, cette directive donne également des exemptions, c'est-à-dire que les produits ou les techniques qui génèrent des OGM peuvent être exemptés, et c'était le cas de la mutagénèse au sens large. Il y a eu de récents changements concernant certaines formes de mutagénèse, notamment avec de nouvelles techniques, des techniques qui sont nouvelles ou qui étaient nouvelles il y a presque 20 ans et qui le sont toujours en matière de discussion, qui vont peut-être, et on en a entendu parler la semaine dernière, avec le prix Nobel d'Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna sur les systèmes CRISPR, qui sont des systèmes de mutagénèse. Alors, le HCB en France est consulté de façon systématique pour toutes les questions de culture en champ d'OGM, d'essais tant en matière agronomique qu'en matière médicale,
et vétérinaire. Et puis, il va être également consulté pour les aspects de commercialisation. Donc, ce qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, ce sont les utilisations confinées que je vais vous détailler et qui concernent à la fois l'enseignement, puisque dans les lycées, on apprend également ce que sont les micro-organismes et comment on peut les modifier, la recherche, et en recherche, les OGM sont des outils fondamentaux, incontournables. On ne peut pas se dispenser aujourd'hui d'utiliser des OGM. Et puis, les développements tant pré-industriels qu'industriels, avec les productions industrielles qui ont été rappelées par Madame David. Les expérimentations en champ, donc, qui constituent des essais, les mises sur le marché, les médicaments vétérinaires, qui sont très, très importants, notamment en termes de vaccination, et puis les essais de thérapie génique. Si vous avez des questions, je répondrai au champ d'action du HCB. Alors, la structure, je vais passer très, très vite du HCB. Je préside le comité scientifique et puis, depuis 3 ans pratiquement, le comité, le HCB dans son ensemble. Par mesure transitoire, il va y avoir des évolutions dans les prochains mois de cette structure. Qui nous interroge. Alors, il y a sur ce diaporama l'ensemble des structures qui sont habilitées à nous interroger, et on pourra signaler en haut à droite les associations. On peut être interrogé par d'autres structures que les structures officielles. Les principaux pourvoyeurs de questions sont le ministère de la Recherche, de l'Agriculture et de l'Environnement, mais également pour les médicaments humains et vétérinaires, la NSM et l'ANSES. Et puis, comme je vous le disais, nous travaillons en parallèle à l'échelon européen avec l'EFSA et l'EMA pour les médicaments. Donc, je vais passer très rapidement sur les processus d'interrogation interne. Pour le confiné, c'est uniquement le comité scientifique qui est interrogé, qui va donner un avis au MESRI. Pour tout ce qui est dissémination volontaire, eh bien, les 2 comités sont interrogés, travaillent en collaboration lorsque nécessaire, et l'avis du HCB est constitué de l'avis du comité scientifique et de la recommandation du comité économique, éthique et social. Alors, pour les dossiers plantes, c'est l'EFSA qui pilote à l'échelon européen les dossiers. La commission les reçoit et les transmet à l'EFSA qui en assure l'instruction. Pour les utilisations en médecine, je n'ai pas repris l'intégralité de ce que nous faisons, donc j'ai repris la médecine en France, c'est la NSM qui est pilote et qui va interroger le HCB, si nécessaire, après un premier examen par le HCB au travers d'une interrogation du MESRI. Ce sont des schémas qui sont un tout petit peu compliqués et je répondrai aux questions si vous en avez. Juste pour préciser qu'il y a eu des évolutions techniques, comme je l'ai mentionné, et qu'à côté des techniques initiales de mutagénèse et de transgénèse qui étaient couramment utilisées, eh bien, depuis l'émergence en 2012, décembre 2012, de papier dans Science, les techniques de mutagénèse dirigée ont complètement explosé. Et ces techniques, en fait, recouvrent ce qui était fait jusqu'à présent par la mutagénèse, par la transgénèse, et on peut même proposer de la biologie de synthèse grâce à ces systèmes. Alors, je vais passer là très rapidement puisque ça a été mentionné précédemment. Les groupes de risque sont le point fondamental de l'évaluation par le Haut Conseil des biotechnologies pour les utilisations confinées. Donc, les 4 groupes ont été définis et ils concernent tant l'espèce humaine que le monde animal et les plantes. Et ce sont l'ensemble des considérations qui sont prises en compte pour l'évaluation des risques. De ces groupes de risque, eh bien, à ces groupes de risque vont être associés des confinements et l'originalité du Haut Conseil, c'est de proposer éventuellement des surclassements, mais également des déclassements. Alors, les classes de risque, elles sont mentionnées ici, vous les avez, et comme il a été indiqué, c'est là où il y a quelques petites nuances
j'aurais souhaité pouvoir gommer pendant notre exercice, ça n'a pas encore été fait. Il y a des toutes petites différences, notamment en classe 2, entre l'annexe 4 de la directive 2009-41 et l'arrêté du 16 juillet 2007. Bon, c'est mineur, mais c'est pas inintéressant de le savoir. Alors, le HCB travaille en considérant un trépied, hein, qui est le trépied du donneur, d'où vient le gène ou les gènes qui vont être introduits dans un receveur quel est l'insert, donc quelle est la structure du gène. Ce qui permet de classifier des inserts en inserts de type A qui ne sont pas associés à un risque particulier et des inserts de type B qui peuvent, et ce n'est pas systématique, conférer un risque différent, notamment pour le receveur. Donc le HCB, le comité scientifique, va considérer cette association à la fois de l'insert et du receveur et va proposer des mesures de classement des manipulations. Donc nous pouvons valider le classement proposé, déclasser, c'est-à-dire proposer un classement inférieur, ou surclasser si l'on considère que l'association est associée à un risque qui n'aurait pas été anticipé par le demandeur. Alors, je vous donne quelques exemples. Un vecteur lentiviral, donc les lentivirus, ce sont des virus, vous en connaissez au moins un qui est mentionné, qui est HIV malheureusement, qui est un virus de groupe 3. Sous la forme de vecteur, il est défectif, c'est-à-dire qu'il ne se propage pas. Et si on insère dans ce vecteur un gène marqueur, comme le gène de la GFP, hein, qui est un gène de méduse, qui, quand on l'éclaire à 488 nanomètres, nous rend de la lumière verte, ce qui permet de suivre les cellules, par exemple, eh bien, nous avons un insert de type A. Les cellules qui vont permettre de produire le vecteur sont des cellules humaines qui sont cultivées depuis longtemps et bien caractérisées, qui sont de groupe 1. Les cellules receveuses vont pouvoir être de groupe 1 ou de groupe 2 en fonction de l'organisme. Et donc, la production du vecteur avec la GFP va être de classe 2. La transduction des cellules, l'événement de transfert de ce gène dans des cellules réceptrices sera lui aussi de classe 2, mais on pourra proposer un déclassement à la suite de cette transduction. Si on regarde en revanche un gène comme le gène RAS dans sa version mutée G12V, c'est un proto-oncogène qui par mutation devient un oncogène, c'est un insert de type B. Et là, lorsque l'on va produire le vecteur, le manipulateur va être exposé à un risque relativement important qui fait qu'on va classer l'étape de production en classe 3 de façon à protéger le manipulateur, hein, ici, plus que l'environnement, puisque le vecteur en lui-même ne va pas disséminer. Et donc, l'étape de production va être surclassée. En revanche, l'étape de transduction et éventuellement de culture, une fois que le gène est intégré, il ne se propage plus et les cellules en elles-mêmes ne se confèrent pas de risque particulier, eh bien, on va pouvoir proposer du déclassement. Vous voyez, donc, il y a une typologie qui est un tout petit peu complexe, mais les manipulateurs, notamment les chercheurs, sont habitués à cela. Un autre exemple, si on intègre un génome complet d'un virus, comme le virus de l'hépatite B, eh bien, le plasmide qui va le recevoir, lui, est de groupe 1. Bon, la majorité, en tout cas, de ceux qui sont utilisés. Le génome complet, c'est un insert de type B, car le virus est de groupe 3. Et si on le transfère dans une cellule humaine permissive, qui est de groupe 1 ou 2 en matière de classement, eh bien, lorsque l'on a cette association, comme il peut y avoir production du virus sauvage dangereux pour le manipulateur, quand bien même il y aurait un vaccin, on va le classer en groupe 3. Je passe assez rapidement, hein, sur ces exemples, mais je répondrai à toutes les questions. Ce qui est particulier dans les directives OGM, donc je vous l'ai dit, c'était les exemptions
non pas de déclaration, mais les exemptions de traitement au travers notamment de la directive 2018. Et pour les micro-organismes, il y a une classe particulière qui est très utilisée dans l'industrie en particulier, qui est la question de l'autoclonage. Qu'est-ce que c'est que l'autoclonage? Eh bien, c'est prendre un micro-organisme, le modifier génétiquement, donc on a bien généré un OGM, mais les modifications qui sont réalisées pourraient survenir naturellement ou font appel à des transferts de gènes d'espèces qui sont compatibles et qui pourraient changer naturellement des gènes. Alors, c'est très utilisé notamment pour changer les promoteurs de gènes et augmenter les productions de certaines protéines ou de certaines molécules au sein de ces micro-organismes. Ça confère le statut d'autoclone à cet organisme et à ce moment-là, il échappe à des déclarations et c'est donc relativement utile. Ces demandes sont très spécifiques et elles doivent être examinées au cas par cas par le comité scientifique du HCB qui transmet la validation ou non, hein, là encore, nous avons toute liberté, du statut d'autoclone pour les demandeurs. Alors, les dossiers, comme je vous l'ai dit, le HCB est une instance de conseil, ce n'est pas une autorité compétente. Les dossiers sont notamment pour tout ce qui est utilisation confinée, pilotés par l'autorité compétente qui est le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et ce ministère a une plateforme de déclaration que je pense la majorité des auditeurs qui nous écoutent connaissent ou connaît, donc la majorité. Voilà, donc je rappelle très brièvement l'adresse. Et cette plateforme a été modifiée, elle va être de nouveau modifiée pour simplifier, clarifier les processus de déclaration. Les dossiers qui sont vus au HCB, alors notamment en confiné, hein, j'ai centré sur le confiné, touchent des organismes publics et privés, hein, la recherche publique, la recherche privée, et les demandeurs publics et privés, notamment privés en matière de production industrielle. Vous voyez que le nombre de dossiers est assez important. Majoritairement issus du secteur public selon les applications. Ce nombre très important vient du fait que théoriquement, c'est chaque construction qu'il aurait fallu déclarer. Bon, on a essayé d'assouplir le système en combinant les utilisations, mais ça explique, notamment par les laboratoires de recherche publique, ce très grand nombre. Alors, quels sont les organismes qui sont majoritairement étudiés? Vous voyez que ce sont principalement les secteurs de la biologie humaine et animale qui sont pourvoyeurs de dossiers, parce que, comme je vous l'ai dit, dans ces disciplines, l'utilisation des OGM est vraiment absolument indispensable pour comprendre la physiologie et éventuellement proposer des traitements. Bon, il y a un secteur qui augmente beaucoup depuis quelques années, c'est celui de la thérapie génique, donc l'utilisation de ces connaissances qui ont été obtenues en laboratoire. L'utilisation des micro-organismes est toujours très fertile. Les plantes sont peu utilisées. On ne sait pas vraiment si ça tient au contexte réglementaire européen et en particulier en France concernant les OGM. Néanmoins, il y a de la recherche qui est réalisée. Alors, la différence entre dossier reçu et avis rendu, c'est le fait que de temps en temps, nous sommes amenés à interroger les déposants de dossiers pour leur demander ce que l'on appelle des compléments d'information, ce que vous voyez en jaune sur les avis rendus, ce qui fait qu'il y a un tout petit peu moins de dossiers rendus puisqu'on attend des réponses.
Voilà, merci de votre attention. J'espère avoir respecté le temps et je suis disponible pour répondre à vos questions. Jean-Christophe Pagès, merci beaucoup et franchement, vous êtes tip-top. Hein. Entre Madame David et vous, vous êtes pile poil dans le timing. C'est juste génial. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est bien d'être respectueux aussi du timing. Ça nous laisse un peu de temps pour converser. J'ai recueilli, alors je regarde. Ouais, je suis bien équipé, hein. Je suis vraiment à la tour de contrôle, donc j'essaye de ne rater aucune information. Une question qui vous est dédiée, Monsieur Pagès. Dans le cadre de la déclaration d'utilisation d'agents biologiques pathogènes de groupe 2 à la directe, est-ce que cette déclaration doit être renouvelée annuellement ou uniquement mise à jour à chaque utilisation de nouveaux agents biologiques pathogènes? Alors, les agréments sont délivrés par le MESRI pour une durée de 5 ans. Mais dès lors que vous avez une nouvelle construction, hein, le principe de la 2009-41, c'est la construction qui est le déterminant de la déclaration ou la demande d'agrément. Donc, je ne suis pas rentré dans les subtilités, mais pour les manipulations qui se font en classe 1, elles sont soumises à simple déclaration. Donc, elles sont déposé sur le site du MESRI qui renvoie un accusé de réception et cet accusé de réception vaut autorisation de manipulation. Pour ce qui concerne la classe 2, les premières demandes sont soumises à agrément, mais les utilisations suivantes sont soumises à simple déclaration. En revanche, pour toutes les utilisations qui relèvent de la classe 3 et 4, eh bien, elles sont toutes soumises à agrément et l'ensemble de ces typologies, en fait, pour toute nouvelle construction, nécessite une déclaration. Alors, c'est un peu lourd, c'est ce que nous avons essayé d'alléger. Et il y aura peut-être des évolutions dans l'avenir avec des agréments de site, mais ce n'est pas encore certain. Il faut voir si le contexte juridique le permet. Alors pour quelqu'un qui ne voulait pas rentrer dans le détail, la réponse est juste claire, parfaite et complète. Doit-on faire une déclaration pour chaque OGM qu'on produit en laboratoire ? C'est théoriquement ce que préconise la directive 2009-41. En pratique, c'est vrai que c'est particulièrement lourd, mais c'est la loi. Donc oui. Ce qu'il faut, oui, théoriquement, oui. Il faut avoir des registres, notamment pour tout ce qui est soumis à simple déclaration, qui permettront. Il y a des inspecteurs au sein du MESRI qui peuvent venir sur site vérifier que l'ensemble des constructions ont bien été notées et déclarées. J'ai senti une petite hésitation. C'est la lourdeur de la démarche qui fait que parfois on se dit allez, je passe l'étape ou. En fait, la difficulté aujourd'hui vient de la facilité avec laquelle, et puis du fait que quand on est dans un laboratoire, notamment un laboratoire de recherche, pour faire avancer les recherches, on peut générer des constructions, c'est un peu extrême, mais quasiment tous les jours. Et pas qu'une, parce qu'il y a des entreprises, vous leur envoyez la séquence plasmidique que vous souhaitez obtenir sous format électronique, et ils vous renvoient le plasmide. Donc vous pouvez en générer 10 dans la journée, selon la fertilité, ce que vous avez fait le week-end précédent, et les besoins que vous auriez. Non, donc ça rend les choses. C'est pour ça qu'il va falloir des évolutions, un petit peu d'assouplissement, de façon à ce que les sites soient agréés et que les manipulations donc puissent être raisonnablement autorisées dans ces structures. La question, c'est la responsabilité, notamment dans les laboratoires de recherche. Dans l'industrie, il y a vraiment un suivi et toute nouvelle construction est déclarée. Mais dans les laboratoires de recherche, la responsabilité du chercheur est de s'assurer que sa commande d'OGM en laboratoire ne change pas de classe de risque. Et c'est là, dès lors qu'il y a un doute, il faut absolument transmettre une demande de façon à s'assurer effectivement de l'acuité de
la pertinence de l'environnement dans lequel on va travailler. Alors, on transmet la question. Très bien. J'ai une question malicieuse qui vient en complément de ce que vous venez de dire. Est-ce qu'on peut commencer à manipuler les OGM de groupe 1 avant la réponse du ministère de la Recherche? J'ai une petite idée sur la réponse, non, mais... non, mais il faut avoir soumis sa déclaration. Il y a un enregistrement administratif qui est très rapide, et dès lors que vous avez l'accusé de réception, vous pouvez commencer. Mais il faut attendre l'accusé de réception. Allez, une réponse sans langue de bois, Monsieur Pagès, ce sera la dernière question. Quels sont les délais de réponse des dossiers? Alors, ils sont institués c'est 45 jours après la soumission, et on peut aller jusqu'à 90 selon les applications, notamment cliniques. Bon, il s'avère que de temps en temps, mais là, on a vraiment fait beaucoup d'efforts en collaboration avec le MESRI pour vraiment rentrer dans les clous. Et il y a eu un benchmark pour la thérapie génique sur l'échelon européen, et la France, je peux vous le dire, était plutôt bien placée. Mais je n'ai pas pour me tresser une couronne de laurier que je dis ça, parce que nous ne sommes pas les seuls intervenants. On peut annoncer de très bonnes nouvelles parfois aussi. Merci beaucoup Jean-Christophe Pagès pour votre très très belle contribution.